nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le Bénin dispose désormais de la loi portant code de l'administration territoriale. La loi numéro 2021-14 du 21 octobre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin est une initiative du gouvernement qui envisage impulser un réel développement dans les communes du Bénin. À suivre dans cette édition les impressions des citoyens par rapport à cette nouvelle législation. Une centaine de Béninois de l'extérieur se sont constitués en société anonyme simplifiée afin d'œuvrer à la construction de leur pays. Les détails dans ce 19h. Le Bénin s'est incliné 1-3 hier dimanche 24 octobre face au Burkina Faso au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. À l'issue de cette rencontre, les écureuils sont éliminés des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le Bénin dispose désormais de la loi portant code de l'administration territoriale, la loi numéro 2021-14 du 21 octobre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin est une initiative du gouvernement qui envisage impulser un réel développement dans les communes du Bénin. Une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir les impressions des citoyens par rapport à cette nouvelle législation. Suivons leur réaction au micro de Colombe Roussou, Nasrine Fatoumbi et Jefté Hongé. En toute chose, il y a le côté positif et le côté négatif. Nous avons mis trop de politique dans la gestion des communes. Ils ont mis trop de politique, je vais dire. Et ce n'était pas la faute des maires, c'était la faute de l'exécutif qui, en voulant toujours s'éterniser au pouvoir, a tout fait pour régner en maître, même dans les mairies. Et les maires ne font pas leur travail. Quand on prend le budget, c'est pour faire de n'importe quoi avec. Je remercie les députés de talent parce qu'ils ont voté la loi pour la gestion de la mairie ou bien. Je dis bravo pour les députés qui sont à l'Assemblée nationale du Bénin. Donc, j'invite le gouvernement de faire tout possible, de surveiller toutes les mairies du Bénin. Un franc ne bouge pas dans la caisse de l'État. On doit surveiller. Parce que la manière qu'ils ont élu là. Donc, je ne peux pas attendre qu'aucun maire a dit que Taron n'est pas bon. Je ne peux pas attendre qu'aucun maire va dire que Taron est mauvais. Non, cette loi a sauvé les maires pour aller à la criette. Parce que, bon, là maintenant, les maires ne sont plus rien. Eux, ils sont des... comment il va dire?
les maires ne gèrent plus. Donc, eux, ils sont là pour la forme seulement. Donc, ça sauve aussi les maires pour la prison. Pour la prison. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette loi. Donc, le mieux, c'est de dire directement que le secrétaire est devenu le nouveau maire. C'est mieux. Mais le maire va rester là. Lui ne peut rien faire. Et c'est le secrétaire qui va tout exécuter. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des choses quand même qu'il faut saluer, qui contribuent tant bien que mal au développement du pays, qui est le vœu cher à tout le monde. D'accord? Et je pense que dépolitiser la gestion de nos mairies et autres, je pense que c'est quelque chose à saluer. Bon, le maire n'est plus le tout-puissant et qui pourra, en fonction peut-être de ses desiderata personnels ou bien partisans, ordonner des dépenses et faire ce qui serait du ressort, peut-être ce qui profiterait peut-être à son parti d'origine. Je pense que ça va aider à une meilleure orientation des ressources de l'État, des communes. Je pense que, bon, pour le moment, on peut saluer quand même cette initiative. Depuis des années, on dit Cotonou, c'est plus d'1 milliard de budget on vote à Cotonou. Mais rien n'a changé à Cotonou. Qu'est-ce qui a changé? Vous voyez le pavé qui passe par Ologuedela? Est-ce que vous voyez le pavé de Ologuedela, là où ce gros passe là, le pavé là, vous avez vu ça? Et devant la mairie là, plus d'1 milliard, on vote pour le budget. Rien n'a jamais été fait. Et chaque fois, on vote des budgets pour ça. On met toujours la politique devant. Si aujourd'hui, maintenant, on a un secrétaire exécutif, c'est bien. Et si le secrétaire exécutif avec le temps, lui-même ne change pas et devient aussi politique, il n'y a pas de problème. Mais si lui-même va changer encore, ça veut dire que la loi là ne marche pas. Mais si toujours le secrétaire exécutif, parce que selon ce qui est dit, il aura un mandat de 5 ans ou bien renouvelable, tout ça là. Je ne maîtrise pas trop ce qu'ils ont dit, mais c'est déjà une bonne idée. Le maire saura qu'il est politicien, il fera sa politique et le travail serait fait de façon normale. C'est une bonne idée. Mais toujours derrière cette idée-là, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée-là, nous on ne sait pas. Vraiment, c'est une loi de trop. Je ne suis vraiment du tout pas content de cette loi. Ayant été ou étant un élu local de 12e arrondissement ici, là, je ne suis vraiment du tout pas content de cette loi qu'ils ont votée. Où l'État va encore nommer des secrétaires dans les mairies, dans les arrondissements. Pour en faire quoi? Tout ce que les CA, les maires vont faire, l'État a déjà un agent percepteur. L'État a son représentant dans chaque mairie. Maintenant, on veut encore nommer un autre secrétaire. C'est pour contrôler la gestion. Tout d'abord, les mairies ne sont même pas gérées des maires même, des CA même. Actuellement, à l'heure où je vous parle, les mairies ne sont jamais gérées par les maires même, ni les arrondissements. C'est toujours l'État qui les gère. Si les chefs, les maires sont vraiment dans la vision, même vision que le chef de l'État, il n'y aurait pas de nid de poule à Cotonou comme ça. Si les maires sont vraiment dans la même vision que le chef de l'État, nous n'allons pas implanter des feux tricolores qui ne vont pas s'allumer. Donc, gestion de la mairie, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Des gens ont grogné. Chaque jour que Dieu fait, les citoyens en parlent. Mais ces maires-là ne disent rien. Si les maires aussi pouvaient bien faire leur travail, bon, on n'a pas besoin d'un secrétaire exécutif. C'est parce qu'ils ne font pas bien le travail. Je ne sais pas comment les choses se passent, par exemple, en France, parce que c'est toujours la France que nous copions tout le temps. C'est la France que nous copions tout le temps. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais si c'est aussi comme ça, il vaut mieux que ça se passe aussi comme ça. Mais si le secrétaire exécutif a un cahier de charge et qu'il respecte normalement le cahier de charge et que les budgets qui sont votés chaque année
par la mairie sont exécutés normalement, ça passe. Et là, parce que ce que je suis en train de voir, parce qu'on a dit que c'est l'État central qui aura un fichier pour les secrétaires exécutifs, c'est de là que les maires vont choisir. Ça veut dire que l'État central veut toujours avoir une main dans les mairies. Or, on a parlé de la décentralisation. C'est vrai que même si on dit décentralisation, c'est l'État à la base. Mais on dit l'État à la base, la population à la base a voulu choisir quelqu'un qui peut rester à la tête de cette commune pour pouvoir mieux gérer la commune. Mais si on prend la personne pour mieux gérer la cité et que c'est un autre secrétaire exécutif qui quittera peut-être le gouvernement ou la présidence, ça serait un peu compliqué. C'est bien vrai, on a dit qui fera le choix, on va lui faire une liste, il fera un choix dedans, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne maîtrise pas tous les paramètres. Mais l'essentiel est qu'il faut écarter un peu la politique et qu'on travaille pour la population. Parce que c'est notre argent, c'est l'argent de la population. On paie les taxes, vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez payer. Vous voulez, vous ne voulez pas, on vous impose, vous allez payer. On prend notre argent, on ne fait rien avec. L'argent de l'État doit rentrer dans la caisse de l'État. Ils doivent faire tout possible. Les impôts. L'argent des impôts, l'argent de, comment on appelle, le papier, comment on appelle, l'argent qui, le papier de la parcelle, ou bien, un titre foncier, on doit faire tout possible, ça doit être, on doit faire ça dans le trésor public, pour que notre pays, le Bénin, va évoluer. Si autour de ça, il n'y a pas d'autres, je ne sais pas, au-delà de ça, s'il n'y a pas d'autres ambitions de façon, de nature à compromettre encore le développement, je pense que c'est bon. En tout cas, pour ma petite opinion, je pense que ce n'est pas mal. Une centaine de Béninois de l'extérieur se sont constitués en société anonyme simplifiée afin d'œuvrer à la construction de leur pays. Dénommée Diaspora Bénin Active SAS, l'entreprise a été mise sur les fonds baptismaux lors d'une assemblée générale constitutive ce dimanche à Porto Novo. Reportage à Setondelarios Adjabeno. Des Béninois de la diaspora fédèrent leurs forces pour mieux participer au développement socio-économique du pays. Après environ 2 ans de conciliabule, Romain Akpo et ses compatriotes ont créé une société, Diaspora Bénin Active, dont le siège social est basé à Porto Novo. Diaspora Active Bénin est une société par action simplifiée. Donc ça veut dire que nous sommes tous des actionnaires au sein de cette société-là. Et notre capital aujourd'hui est estimé à 24 millions de francs CFA. Soit 1200 actions souscrites à ce jour. Nous sommes 45 actionnaires résidant dans 6 différents pays, dont le Bénin, le Japon, l'Italie, la Belgique, la France et l'Angleterre. La DAP SAS se veut un réseau de création des opportunités d'affaires. Notre mission principale est de mobiliser et de fédérer des ressources humaines et financières en vue de créer conjointement des activités génératrices de revenus au Bénin et d'améliorer également significativement notre contribution au développement socio-économique de notre pays. Nous avons plusieurs domaines dans lesquels nous souhaitons investir. Nous souhaitons investir dans le domaine agricole, dans le domaine industriel. Nous souhaitons investir également dans le domaine, dans les activités commerciales, telles que l'enseignement professionnel, la santé, l'hôtellerie, le transport, l'immobilier et la finance. Pour une gestion efficace de l'entreprise, des Béninois résidant sur le territoire national vont travailler en symbiose avec ceux de l'extérieur. Il faut dire qu'on a toujours besoin de travailler pour le développement de notre pays. On a besoin de nous donner la main pour regarder dans la même direction et contribuer au repositionnement de notre pays. Le premier corps de métier sur lequel on est en train de travailler, c'est un peu la transformation de la tomate en purée ou en concentré de tomate. Et donc, quand vous voyez un peu le niveau de perte
post-récolte, il y a des difficultés. Nous n'avons souvent pas la ressource, mais dès qu'on l'a, en une petite période, ça doit se gâter parce qu'on n'arrive pas à transformer. Donc il faut désormais qu'on commence par travailler sur ce dossier-là pour récupérer tout ce qu'il y a comme fruits, comme légumes, pour mieux les transformer, pour qu'on puisse les valoriser dans le temps et dans l'espace. L'acte fondateur de la société pris avec l'Assemblée générale constitutive place désormais à la mise en œuvre des différents projets pour le rayonnement du Bénin. Les conseillers démissionnaires du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE de Copargo ont posé dimanche 24 octobre 2021 leur valise au bloc républicain BR. La cérémonie d'adhésion des conseillers communaux FCBE au BR s'est tenue à la maison des jeunes de Copargo dimanche 24 octobre. La base a opéré le choix d'adhérer à la formation politique bloc républicain, a indiqué Bernard Machi, coordonnateur FCBE à Copargo. Selon la déclaration d'adhésion, les coordinations des FCBE ainsi que les démembrements au niveau des arrondissements et villages associés aux militants ne se retrouvent plus dans les choix opérés par les élus communaux FCBE. Le représentant du secrétaire général du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, a pris acte de l'adhésion des nouveaux membres. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Dekan, a échangé vendredi dernier avec les nouveaux responsables récemment nommés à la tête des universités publiques du Bénin. Réunis à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA de Cotonou, les nouvelles autorités universitaires se sont mieux informées sur leur mission. Compte rendu de la séance est signé Setondelarius Adjagbenon et Emmanuel Akogou. Le gouvernement béninois veut imprimer une nouvelle dynamique aux universités nationales. Afin de permettre une meilleure compréhension du rôle et des responsabilités de chaque acteur, Éléonore Yaïla Dekan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a pris langue avec les nouvelles autorités universitaires lors d'une rencontre à ISBA de Cotonou. Cette rencontre nous a permis de mieux comprendre ce qui revient à chacun en termes de mission, en termes de responsabilité pour dégager les engagements conséquents. Nous avons abordé ces missions dans leur contenu, dans leurs différentes dimensions. Et vous avez montré que vous connaissez déjà l'environnement et que vous connaissez la nouvelle mission qui n'est pas l'ancienne, puisque le positionnement des universités a connu une modification. Aujourd'hui, les universités publiques du Bénin doivent fonctionner comme des unités de production. Nous avons compris que nos universités sont devenues alors des unités de production de qualité. Et quand nous disons production, nous comprenons bien que ce n'est pas des unités de production commerciales, mais c'est des unités de production intellectuelle, des unités de production scientifique en matière de réponse à donner aux problèmes qui se posent à la communauté. Sur cette base, nous savons que nous ne devons plus alors faire les choses comme on a l'habitude de le faire. L'élément de responsabilité devient un élément cardinal. Et recteurs, et vice-recteurs, et directeurs des établissements vont devoir agir sur certains leviers. La recherche universitaire est le socle de nos universités publiques. La recherche universitaire est la nervure principale de nos universités pour, n'est-ce pas, atteindre ces objectifs-là. Le gouvernement doit accompagner à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour booster, n'est-ce pas, ce domaine de la recherche. Alors, une nouvelle gouvernance doit être observée pour faciliter un tant soit peu la recherche universitaire au Bénin. Il va falloir que les nouvelles équipes rectorales mettent en place un système de suivi, de contrôle qui puisse permettre réellement d'analyser et d'apprécier avec précision et assez de rigueur quel est réellement l'apport de la coopération dans le développement socio-économique de notre pays. Et ce faisant, cela passe d'abord par la mise en place de coopération
efficace, la mise en place de partenariats gagnant-gagnant et un accent particulier doit être mis sur le partenariat public-privé. Des infrastructures à l'épanouissement des étudiants, en passant par le renforcement du corps enseignant, la ministre Éléonore Yaye Ladekan et ses interlocuteurs ont discuté de plusieurs sujets relatifs au rayonnement des universités publiques du Bénin au cours de cette rencontre. Suivez la synthèse de quelques sujets abordés au cours de la séance de travail avec la ministre Yaye Ladekan. Nous avons abordé les chantiers urgents et il était question de s'occuper rapidement de la prise en charge de nos étudiants en lançant le processus d'inscription et de permettre que les cours démarrent très rapidement en vue d'éviter d'avoir des retards dans la transmission des PV. Vous savez que l'année qui vient de s'achever, on nous donne jusqu'au 31 décembre de cette année pour envoyer tous les résultats. Ça ne veut pas dire que nous attendons tous le 31 décembre. Nous félicitons tous les établissements qui ont déjà envoyé leur PV. Il y a même des universités entières qui ont déjà envoyé les PV au niveau de la direction des bourses et aides universitaires. Ainsi, nous allons rentrer dans cette vision et dans cette ambition de pouvoir donner des allocations à nos étudiants boursiers ou bénéficiaires d'allocations diverses pour pouvoir les accompagner pendant que l'année est en cours. En dehors de cela, nous avons compris également que nous devons faire en sorte que tous les enseignants soient présents, non seulement à leur poste, mais en même temps dans leur enseignement, mission d'enseignement de qualité. Il n'est plus question que les enseignants confient leur mission entièrement à leurs assistants. C'est vrai qu'ils ont la responsabilité d'accompagner leurs assistants en leur donnant de temps en temps des missions de TD, de travaux pratiques, parfois selon leur niveau d'évolution, quelques enseignements sous notre contrôle. Nous avons également compris que le chantier des assistants, puisqu'il manque de façon cruelle des assistants, que ce chantier-là, nous avons dit que ce chantier connaîtra en même temps un début dès les instants qui viennent, en ce sens que le processus de recrutement des aspirants à la fonction d'enseignant va être lancé par les organes adéquats et ainsi nous allons donner la possibilité à tous nos assistants qui sont nombreux qui attendent cela de pouvoir rentrer dans la base et à la suite de laquelle le recrutement devra pouvoir s'opérer. Vous avez exprimé votre besoin de recrutement massif parce que des situations se sont accumulées, les départs à la retraite, et les postes qui ne sont pas pourvus. Et ainsi, nous avons les enseignants qui sont écrasés dans leur mission. Le seul enseignant qui a des heures de cours énormes et que nous ne pouvons pas prendre en compte parce que lorsque nous parlons des heures supplémentaires, nous avons mis évidemment un plafond à ce niveau. Ça avait cette tendance à démotiver les enseignants et à abandonner donc les salles. Nous avons compris qu'il faut également aller très rapidement sur ce chantier. Pour le chantier de la recherche, qui est une nervure essentielle, nous avons compris que les engagements sont très forts. La politique nationale de la recherche et de l'innovation est en cours d'adoption au niveau du gouvernement. Il reste à ajuster un certain nombre d'éléments pour traduire parfaitement la vision du chef de l'État et de son gouvernement pour permettre l'adoption. Dès lors que c'est adopté, ça devient un instrument de référence pour nourrir toutes nos ambitions dans nos intentions de recherche et de pouvoir apporter des solutions aux problèmes de la nation. Et nos étudiants ont occupé une place de choix dans nos réflexions. Comment faire en sorte que nous soyons un peu plus à leur écoute, malgré leur maladresse. Parfois,
que nous soyons indulgents à leur endroit, que nous puissions les accompagner pour nous assurer de leur meilleure insertion. Nous savons que tout le monde a déjà la parfaite compréhension de cela, donc ce n'est pas nouveau. On s'est rappelé simplement ces missions et nous avons pris l'engagement de pouvoir donner donc ce signal fort et de montrer que oui, pour certaines personnes, c'est des personnes connues, peut-être dans des postes qui reviennent, mais c'est toujours les mêmes personnes, mais dans une nouvelle mission qui est responsable. La maladie de la prostate est une pathologie dont la survenance crée la panique et son traitement se révèle coûteux. Yaovi Azonsi, un infirmier togolais intervenant dans une formation sanitaire où se pratiquent les opérations de la prostate, a mis au point un traitement réputé efficace à Afagnan, au Togo. Carles Kitome est allé à sa découverte. Suivez son intervention au sujet de la prostate. Oui, précisément, je traite prostate à domicile, sans couteau. Je fais ça indigènement. Des fois même, j'utilise des produits pharmaceutiques, mais précisément des indigènants. D'autres, je fabrique avec de la racine. Je mettais l'alcool dedans. Tu prends un verre matin, un verre le soir, tu vas pisser normal. Il a une herbe, je prépare ça à base de verre de palme. Vous prenez, vous allez pisser tout. Ça soit n'importe prostate, adénome de prostate, hypertrophie prostate, néo de prostate. Seulement ce que je ne traite pas, il a prostate de la calcul vésiculaire. Donc il a pierre dans la vessie. Ça, je n'arrive pas à traiter ça. Ça, c'est l'opération qui fait ça. Calcul vésiculaire. Oui, oui. Prostate, parce que prostate, c'est une maladie. Des fois, ça dure à 10 jours, même 1 mois, même 2 mois chez moi. Des fois, c'est difficile. Tu donnes le produit, 3 jours, tu enlèves la sonde vesicale pour voir si la personne peut pisser. S'il ne pisse pas, tu vas replacer. Et je change le traitement. 3 jours, j'enlève. Si ça va, je contrôle l'urine. C'est clair, c'est rouge, je tourne ça. Toujours à base de la tisane. Non. Même ça, c'est une meilleure méthode, même ça. Pour ne pas avoir prostate, je vais dire, vous pouvez demander le préfet, notre préfet présentement. Pour ne pas avoir prostate, vous allez fréquenter une femme 21 coups dans le mois pour éviter prostate. Parce qu'il avait des vieux qui avaient 12 femmes, 24 femmes, mais ils n'ont pas eu le mot de prostate jusqu'à leur fin. D'autres disent que baiser trop, c'est ça qui donne prostate, non. Mais prostate, tout le monde en possède. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que prostate, si tu n'as pas de prostate, tu ne peux pas enceinter. Hein? Si tu n'as pas de... Parce que tout le monde a de prostate. C'est de là que le canal déférent prend spermatozoïdes pour envoyer à l'hormone des femmes. Et la femme grossit. Si on t'enlève prostate, tu ne peux pas enceinter. La page Inter est un condensé des actualités du Soudan, de l'Allemagne et du Ouzbékistan, une compilation de Inès Colombo-Ronceau. Au Soudan, des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais tôt ce lundi. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source gouvernementale après des semaines de tensions entre les autorités de transition civile et militaire. Le Premier ministre Abdallah Hamdok aurait été placé en résidence surveillée. La maison du chef du gouvernement serait assiégée et l'Internet a été coupé à travers le pays tandis que des manifestants se rassemblaient dans les rues de Khartoum pour protester contre ces arrestations. Une Allemande ex-membre du groupe État islamique accusée d'avoir laissé mourir de soif une fillette yazidi réduite en esclavage en Irak a été condamnée ce lundi 25 octobre à 10 ans de réclusion par un tribunal de Munich. L'Amnesty International a annoncé ce jour la fermeture de ses bureaux à Hong Kong, estimant impossible
d'y travailler librement en raison de la loi draconienne sur la sécurité nationale imposée l'an dernier par Pékin. Des observateurs internationaux ont déploré ce lundi 25 octobre l'absence de véritable concurrence lors de l'élection présidentielle en Ouzbékistan qui devrait offrir une victoire écrasante aux dirigeants sortants, relevant en outre d'importantes irrégularités de procédure. Le scrutin de dimanche s'est déroulé sans véritable concurrence. La législation électorale n'est toujours pas à la hauteur des normes internationales, a estimé dans un communiqué une mission conjointe de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du Parlement européen. Sport dans cette édition. Le Bénin s'est incliné 1-3 hier dimanche 24 octobre face au Burkina Faso au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. À l'issue de cette rencontre, les écureuils sont éliminés des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. Suivez le reportage de Anaël Dou. Le Bénin devra attendre quelques années pour sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations féminines. Devant son public au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, Abibat Zato et ses coéquipières ont démarré la rencontre retour des éliminatoires face au Burkina Faso dans l'espoir de faire le comeback après avoir essuyé la défaite 2-1 à l'aller du côté du stade Robert Champrou à Abidjan. Mais à la 39e minute, le Burkina Faso profite d'une mauvaise sortie de la gardienne béninoise pour prendre le dessus. Dominés au Marois, les écureuils dames vont repartir tentant de combler les vides sans succès. Après la pause, la boussole perdue, les écureuils vont concéder le deuxième but à la 50e minute grâce à Bakissa Sawadogo. Dans la détresse et après plusieurs essais infructueux, Noélie Abamon de la tête permet au Bénin de réduire la marque à la 90e minute. Galvanisé par ce but, le 11 national va confondre la vitesse à la précipitation. Dans les arrêts de jeu, la béninoise Abibat Zato aide le Burkina Faso à prendre un avantage confortable. C'est sur ce score de 1-3 que les écureuils du Bénin vont sortir de cette course des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Senior Maroc 2022, permettant au Burkina Faso de se qualifier pour le deuxième tour. À la fin du match, les deux sélectionneurs se sont exprimés. Ils sont au micro de Anaël Dou. Le match qu'on a fait ce soir, moi, je vois que l'équipe béninoise a démontré ce dont elle est capable. Nous avons joué avec nos valeurs. Nous avons joué avec une équipe burkinabèse qui a de l'expérience et qui a de la maturité. Il y a du travail au niveau de cette équipe-là. Et je crois quand même que les filles béninoises n'ont pas démérité. Elles ont joué avec la volonté, leur capacité technique qu'elles ont démontré au public béninois. Ça prouve que nous avons de la valeur dans notre équipe. Et maintenant, nous pouvons dire que nous avons perdu ce match par des petits détails. Pas de petits détails. C'est pourquoi je dis que l'équipe béninoise est en construction. Vous voyez, notre gardienne, elle a quel âge? C'est son premier match en équipe nationale. Vous voyez, donc on va tolérer ces erreurs-là. Et je crois que c'est en travaillant que nous allons corriger ces erreurs-là et faire progresser nos filles. Une très bonne équipe. Quand vous voyez les Burkinabés jouer, vous savez qu'il y a de l'expérience. Il y a un travail qui est fait à ce niveau-là. Et nous sommes en train de travailler pour les atteindre. Voilà. On n'a pas encore commencé notre championnat. Donc, la préparation, on a beaucoup misé côté mental. Parce que chaque fille joue pour elle-même et pour son pays. Il fallait d'abord franchir le premier tour avant de pouvoir espérer franchir le deuxième tour. Et le temps de travail qu'on a eu, 2 semaines, on ne peut pas faire physique, c'est tactique et mental. On les a dit, si vous avez de l'occasion, il faut marquer. Et c'est ce qui s'est réalisé. Donc c'est côté mental qu'on a plus mis de travail.
comme on avait un but d'avance, on a dit juste jouer le groupé derrière et dès qu'on a occasion, on avance. Et les balles arrêtées, c'est ça. On a eu 3 buts sur 3 balles arrêtées. Donc c'est les rares occasions qu'on peut monter et puis risquer. Dans le cas contraire, on reste un peu regroupé. Donc c'est juste les 2 consignes seulement qu'on a données pour le cadre. Tant que ça reste comme ça, bon, c'est bon. Tant que la balle n'est pas dans notre camp, ça nous arrange. Il y a une occasion seulement, on monte et rapidement on revient. On se disait quand même que si on marquait premièrement, ça allait beaucoup nous galvaniser. Heureusement, première mi-temps, on a pu marquer. La fondation Issa Hayatou de l'ancien président de la CAF va rassembler les jeunes pousses du football africain au Bénin du 24 novembre au 11 décembre prochain, l'instant d'un tournoi international des centres de formation dans la catégorie des moins de 17 ans. Son président Anoï Ninimba Castro a donné des précisions sur la compétition lors d'une conférence de presse samedi à Cotonou. Suivez plutôt. Ce tournoi va regrouper 8 pays, c'est-à-dire des équipes de centres de formation de 8 pays africains, à tout seigneur, tout honneur. Le Bénin, pays qui reçoit, la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina, le Ghana. Ce tournoi sert, n'est-ce pas, à permettre aux enfants, aux jeunes, de s'affronter pour comprendre, pour voir certains, pour les uns et les autres, voir la différence qu'il y a entre leur football et le football des autres, et puis pourquoi pas davantage apprendre, si c'est le cas, et au-delà de ça, n'est-ce pas, taper dans l'œil des recruteurs qui vont certainement prendre des enfants, et puis ceux-là vont aller apprendre davantage pour, pourquoi pas, embrasser des carrières fructueuses, et puis aider leur famille, et même leur permettre de sortir de la misère, des problèmes, des difficultés quotidiennes, et aider le pays, leurs pays respectifs, notamment les équipes nationales. Au-delà du tournoi, c'est que le partenaire grec et le partenaire allemand, parce qu'ils sont deux, il y a M. Thomas Zigner qui est allemand, et le grec, le Makadénikos, le club, et M. Thomas Zigner, l'allemand, sont les partenaires à la fondation. Ces partenaires-là ont décidé de mettre d'importants moyens financiers à la disposition de la fondation pour bâtir 2 écoles de football en Afrique. En Afrique, 2 écoles de football pour l'Afrique. Ils ont un programme pour l'Afrique et pour l'Amérique latine. Mais ils commencent par l'Afrique. Alors, pour ce qui concerne le Bénin, et pourquoi nous décidons de faire le tournoi ici? Le tournoi ouvre la voie à la création de l'école internationale de football au Bénin. Mais ce n'est pas une école pour le Bénin spécifiquement. C'est une école qui va donc regrouper dans un premier temps 33 jeunes joueurs de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le Bénin qui a... Le choix a été porté sur le Bénin pour, n'est-ce pas, abriter cette école. Je voudrais saluer le frère qui est à ma droite ici, Charlie. Parce qu'au départ, ce n'était pas le Bénin. Je tiens à vous dire réellement les choses. C'est-à-dire, au départ, nous ne sommes pas, ce n'était pas le Bénin. On ne venait pas ici pour d'abord le tournoi qui va donner ouverture à la construction de l'école, parce que c'est quand même quelques millions d'euros. Mais ce n'était pas le Bénin, et il le sait, je parle sous son contrôle. Hein. Mais faisant partie des nôtres, il est informé de ce qui se passe et il a tempêté véritablement. Mais Charlie a dit non, président, je pose la candidature du Bénin, parce qu'il y a le Mali, il y a le Bénin, il y a le Ghana, qui étaient 3 pays. Je pose la candidature du Bénin, j'ai mes arguments, venez au Bénin. Donc je suis arrivé ici pour voir la situation avant de nous prononcer. Et j'avoue que j'ai été agréablement surpris des choses qui se passent ici. Je dis bien agréablement surpris. Anoï Ninimba Castro, le premier responsable administratif de la fondation, a adressé des remerciements aux autorités béninoises, en l'occurrence au chef de l'État Patrice Talon, pour avoir autorisé l'organisation du tournoi.
La célérité avec laquelle le ministre des Sports nous a répondu nous a fait énormément chaud au cœur. Quand on sait que, en d'autres temps, ça n'aurait pas été la même chose. Cela nous amène à vous prier, vos hommes de presse, des médias, à accompagner mes pensées au nom de la Fondation internationale Issa Hayatou, au nom de tous mes amis africains qui sont membres de cette structure, de cette organisation non gouvernementale internationale, de rendre un hommage appuyé au chef de l'État, je répète encore, son Excellence, le président Patrice Talon, parce que c'est une des rares fois que nous vivons cette façon de faire. Nous lui disons merci, nous lui adressons notre gratitude, notre reconnaissance, parce que le ministre ne pouvait pas nous répondre pour ce que je vais vous dire, pour l'événement et la suite des événements, et qui touche à l'Afrique au niveau du Bénin, sans certainement se référer à son patron hiérarchique. Et dans la vision du président de la République, il a répondu favorablement, donc je tenais. La Fondation Issa Hayatou tenait donc à adresser ses sincères remerciements au chef de l'État et lui rendre un hommage appuyé pour cette démarche, pour nous permettre de nous retrouver au Bénin, d'abord en tant que Fondation internationale Issa Hayatou, mais pour ce qui va suivre, le rassemblement de la jeunesse sportive africaine qui va se retrouver bientôt dans votre pays et à l'occasion notamment du tournoi international des centres de formation, le tournoi international de football des centres de formation d'Afrique qui va se dérouler au Bénin. Nous sommes la Fondation Issa Hayatou, c'est-à-dire nous sommes les enfants de Issa Hayatou. Nous sommes les enfants de Issa Hayatou. Nous sommes dans le sport, nous parlons entre sportifs ici, et nous savons ce que Issa Hayatou a été et est en Afrique. Et dans chaque pays africain où je suis passé, le docteur Hayatou a des émules. C'est vrai, il a travaillé pour toute l'Afrique. Il continue d'ailleurs, puisqu'il est actuellement président d'honneur de la CAF, la Confédération africaine de football. Mais il s'est toujours appuyé sur des gens pour faire valoir ses compétences pour diriger le football africain. C'est pourquoi je ne peux pas tenir cette conférence de presse non sans vous faire un coucou sportif et fraternel à mon grand frère Anjorin, à mon grand frère Bruno Didavi. Je ne peux pas ne pas leur adresser mes salutations fraternelles au nom de la Fondation internationale Issa Hayatou et qui sont des enfants du président Hayatou. Le lancement officiel du tournoi aura lieu le 15 novembre 2022. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.